S'il y a des questions qui vous reviennent, n'hésitez pas, parce qu'on reste pour l'instant dans le domaine des pieux sous charge axiale. Et je vous propose de passer à la présentation suivante, qui traite donc, on va dire, de l'étape suivante qui concerne les fondations profondes. On vérifie d'abord l'importance, et après, on chiffre s'il y a lieu, si on a un ouvrage sensible au déplacement, etc., on chiffre le tassement d'un pieu. Alors, souvent, les gens considèrent qu'un pieu ne tasse pas. Effectivement, si vous avez un pieu court qui descend au rocher, le tassement est faible, il y a par son raccourcissement élastique. Mais on n'a pas toujours le rocher. Et donc, il y a un tassement. Après, ce tassement reste plus faible, évidemment, qu'une fondation superficielle. Mais il existe ce tassement et surtout, les pieux n'ont pas tous le même tassement sous un même ouvrage. Et c'est surtout cette information-là qu'on cherche à représenter par cette analyse, c'est-à-dire le fait d'avoir, par exemple, un bâtiment avec plusieurs pieux. Si les pieux ne tassent pas de la même manière, s'ils n'ont pas la même rigidité apparente, ben, il peut y avoir une redistribution des charges sur les pieux et donc une modification de la descente de charge par rapport au cas où on suppose que les pieux, c'est des appuis fixes. La finalité, c'est ça. Donc voilà, donc là, le tassement d'un pieu isolé ou en groupe, mais aussi ce type d'approche ouvre la porte à un traitement plus, comment dire, plus fin des aspects liés au frottement négatif, mais aussi des problèmes d'inclusion rigide, par exemple. Alors, donc je vais mettre en plein écran. Donc ça, j'ai déjà commenté, donc je pense maintenant c'est acquis. Et quand on calcule un tassement, que ce soit une semelle ou un pieu, c'est toujours dans ce domaine-là. On ne calcule pas un tassement à l'ELU, d'accord? On calcule un tassement à l'ELSQP, encore une fois, parce que toutes les règles empiriques qu'on va manipuler ont été pensées, calées sur des charges ELSQP. À l'ELSCARA, bah, tout dépend de la prépondérance, on va dire, de la charge variable ou de la charge occasionnelle. Si vous avez un ELSCARA dans lequel la charge, on va dire, la charge de vent prédomine, en toute rigueur, on devrait ressentir une raideur qui est plus forte, c'est-à-dire un tassement ou un déplacement qui est plus faible. Et donc à ce moment-là, les raideurs que l'on calcule, si on rentre quand même une charge LSCARA dans TASPI, ben on va calculer des raideurs qui sont vraisemblablement estimées par défaut, voilà, ou des tassements qui sont par excès, compte tenu du caractère rapide de la charge appliquée. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, tout à l'heure je vous disais, c'est qu'on réalise régulièrement des essais de chargement en vraie grandeur sur les pieux. En France, on a une base de données qui est assez riche et qui est, on va dire, documentée. C'est ce qui a servi aux règles de calcul que je vous ai présentées tout à l'heure. Cette base de données est constituée de 300 essais de pieux qui sont parfaitement documentés et avec des pieux qui sont parfaitement instrumentés. Ça veut dire que vous avez des, des pieux qui ont été instrumentés en profondeur et donc l'essai de chargement renseigne à la fois sur ce qui se passe en tête mais aussi en profondeur. Et c'est ce qui nous conduit, au fait, à les coefficients de sécurité que j'ai présentés tout à l'heure, qui peuvent sembler comme ça en premier abord, parce qu'on a l'habitude, qui peuvent sembler peut-être un peu forts. En réalité, ils ne sont pas forts par rapport à ce qui peut se pratiquer dans d'autres pays. Donc ça, il faut le garder à l'esprit, c'est qu'on a un dimensionnement qui est plutôt optimisé des pieux, parce qu'on a une base de données, un retour d'expérience qui est riche. Et donc, ces essais de chargement, donc ce que je disais, c'est qu'en réalité, ce sont des pieux qui sont instrumentés par des jauges de déformation, par exemple, en profondeur. Et ces jauges de déformation renseignent sur la façon dont évolue la déformation dans le béton. Connaissant la déformation, je peux déterminer la contrainte. Connaissant la contrainte, donc je sais, si je comptabilise la contrainte à chaque profondeur sur la section des pieux, ça me donne l'effort axial. Et donc, je sais comment varie l'effort axial en profondeur à travers ces essais, à chaque pas de chargement, à chaque palier de chargement. Et donc, ces essais de chargement permettent de tracer ces courbes-là qui représentent la variation de l'effort axial en profondeur. Pourquoi l'effort axial varie en profondeur? C'est parce qu'il y a du frottement. La dissipation de l'effort axial entre la tête et la pointe, c'est ce qui est passé, c'est ce qui a été repris par frottement. Et connaissant, connaissant la variation de l'effort axial en profondeur, je connais donc le frottement mobilisé, par exemple, sur ce premier mètre, sur ce deuxième mètre, etc. Et connaissant le tassement des pieux, je peux relier, établir des lois de variation de frottement avec le tassement ou avec le déplacement des pieux. Et donc, c'est ce qui nous a permis d'établir ce qu'on appelle des courbes de mobilisation de frottement, mais aussi le terme de pointe, c'est le même raisonnement pour le terme de pointe. Donc, c'est des courbes qui permettent de dire, voilà, pour un terrain, par exemple, de type sable, caractérisé avec un EM de temps, voilà comment se mobilise le frottement avec le déplacement.
Et donc, ça veut dire, exemple là, c'est des courbes qui sont établies à partir d'un essai, c'est un essai réel. Et puis les courbes qui donnent la mobilisation du frottement qui a été observé à chaque profondeur. Donc le frottement augmente avec le tassement du pieu jusqu'à atteindre un palier limite que l'on appelle QSL. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on ne l'a pas vu le QSL, pas encore. Mais pourtant, dans le dimensionnement, par sécurité, on va plafonner à une QSL forfaitaire de 90 kPa, etc. Pour d'autres courbes, on l'a bien vu globalement. Et c'est ça le principe, c'est qu'on est censé plafonner à une valeur de QSL. Alors, quelques ordres de grandeur, je pense qu'il y a ça qui est important. Rappelez-vous de l'ordre de grandeur que je vous avais annoncé, indiqué pour le tassement d'un pieu, 1 centième de diamètre en service. Et c'est valable aussi pour une semelle, 1 centième de diamètre. Donc, un pieu de 1 mètre, le tassement que l'on s'attend à avoir, au maximum, l'ordre de grandeur, c'est 1 centimètre. Et en général, ça serait peut-être même plus faible que ça. Et en parallèle de ça, ça serait bien de savoir que sous l'effet de ce tassement de 1 cm par exemple, qu'est-ce qui se passe en profondeur? Et en l'occurrence, ce qu'on voit à travers les essais de chargement, c'est que pour mobiliser tout le frottement, il suffit d'un déplacement de l'ordre du centimètre. C'est ça l'ordre de grandeur. Voire dans des terrains qui sont vraiment mous, ça peut être 2 cm, mais pour mobiliser un frottement, saturer le frottement, il suffit de 1 cm en ordre de grandeur pour le saturer. À comparer au tassement ou au déplacement qui est nécessaire pour saturer la contrainte en pointe. La contrainte en pointe, c'est-à-dire le KPPL, qu'on avait vu tout à l'heure, pour le mobiliser entièrement, il faut un déplacement de plusieurs centimètres, voire une dizaine de centimètres dans certains types de sols. Et donc, ça veut dire que pour un pieu qui tasse de 1 centimètre en tête, et donc vraisemblablement moins en profondeur, a priori, je n'ai pas du tout mobilisé la pointe, j'ai juste une fraction, en général moins de 50%, et tandis que le frottement, il est bien mobilisé. D'accord? Donc, gardez ça à l'esprit. Ça veut dire qu'en sous-chargement de service, le frottement, l'équilibre de la charge se fait essentiellement par frottement et un peu en pointe. Évidemment, ce que je vous raconte, c'est valable dans un terrain avec des rigidités peu contrastées. Si vous avez un pieu qui descend au rocher, qui traverse des vases, bah là, c'est clair que c'est la pointe qui va être mobilisée en premier. Mais si vous avez par exemple un pieu qui traverse des sables et graviers jusqu'à trouver les sables un peu plus denses et s'arrêter à ce niveau-là, là, c'est le frottement qui va prédominer au sous-chargement de service. Et vous allez me dire à quoi sert le terme de pointe? Ben, c'est notre sécurité. C'est notre sécurité, en fait. Donc, quelques ordres de grandeur pour le frottement limite, on avait vu tout à l'heure. En réalité, le QSL, c'est 20 kPa, 300 kPa. Le QPL, KPPL, c'est 1 à une dizaine de MPa. Et c'est la mobilisation de cette valeur qui nécessite donc 1 cm pour le frottement et plusieurs centimètres pour la pointe. Et puis après, comment on calcule? Donc ça, c'est juste les ordres de grandeur. Maintenant, on peut les quantifier de façon plus fine et c'est le rôle on va dire, du programme TASP+. Comment on fait ça? On fait ça par ce qu'on appelle des modèles TZ. C'est des modèles, on va dire, qui ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, c'est des modèles qui consistent à assimiler le pieu à une poutre qui travaille en compression ou en traction si c'est un chargement en traction. Et puis, l'interaction avec le sol est représentée moyennant des ressorts élastoplastiques. Et ces ressorts élastoplastiques, leur loi de comportement, c'est ça. C'est ça. Des courbes, ce sont des ressorts qui mobilisent du frottement en fonction de déplacement et de façon non linéaire. Voilà. Et ils saturent à QSL. Et pareil en pointe, c'est un ressort qui mobilise une réaction en pointe en fonction de l'enfoncement de façon non linéaire et sature à QPL. Bon, l'équation d'équilibre, c'est ça ce qu'on cherche à résoudre, plus des conditions limites, donc en tête et en pointe. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Faites confiance, voilà, on sait la résoudre dans TASPI correctement, pas de problème par rapport à ça. L'essentiel, sont les paramètres d'entrée. Et les paramètres d'entrée, donc en l'occurrence, en France, on fait beaucoup de pressiomètres et ça marche assez bien. Les courbes que je vous montre ici, donc, qui s'appellent courbe de Franck et Zhao, parce que ça avait été mis au point par Franck et Zhao. Et en l'occurrence, dans les années 80, et c'est ce qui a servi, on va dire, au dimensionnement de la majorité d'ouvrages d'art en France aujourd'hui. Donc, il faut le rappeler. Et donc, ça marche assez bien et ça continue de marcher, à chaque fois qu'on fait des comparaisons avec des essais de chargement aux vraies grandeurs. Donc, quand on a du pression, il ne faut pas s'en priver. Et c'est des courbes qui consistent, au fait, qui se présentent sous la forme d'une courbe bilinéaire, d'accord, qui plafonne à QS, qui change de pente à QS sur 2.
Ça, c'est QSL, le même que celui qu'on a manipulé dans Fond Prof. Ça, c'est la pente, la raideur. Et cette raideur-là, elle varie entre 0,8 et 2 EM sur B. 0,8 pour un sol sableux, un sol granulaire, 2 EM sur B pour un sol fin, une argile, un limon. Et pour le terme de pointe, ben on a la même chose. On a une raideur et puis une loi bélinéaire. Ça plafonne à QPL, qui note ici QB. Et puis la raideur ici, c'est 5 à 11 EM sur B. 5 quand vous avez un terrain granulaire, par exemple un sable, des graves, et plus exactement c'est 4,8. Voilà. Et puis 11 quand vous avez un terrain argileux, un terrain limoneux, des marnes, donc tout ce qui s'apparente à un sol, entre guillemets, fin. Le B ici, c'est le diamètre du pieu. Et puis sachez qu'on peut aussi caractériser ces lois-là à partir du CPT, donc 1 à 4 QC sur B, 1 pour un sable, 4 pour une argile, et en pointe 5 à 20 QC sur B, 5 pour un sable, 20 pour une argile. On peut aussi les caractériser à partir du module de cisaillement du sol, typiquement pour des gens qui sont amenés à faire des calculs de raideur de pieux sous chargement dynamique, avec un terrain caractérisé à partir du module de cisaillement dynamique, G. Sachez que là, c'est des expressions analytiques exactes, établies là aussi par Roger Franck en 82, et qui donnent donc l'expression, qui donne la raideur tangentielle, donc ce terme-là, en fonction de G. Donc là, le G, c'est le module du cisaillement du sol, B, c'est le diamètre, et D, c'est la longueur du pieu, profondeur du pieu. Et puis en pointe, on a la même chose. Et donc G, B, donc on a déjà défini, nu sur le coefficient de Poisson, et bêta, c'est un facteur pour les pieux, c'est 0,75. Et donc ensuite, quand on met en œuvre ça dans Foxstar, ce qu'on va avoir comme résultat, donc tout à l'heure en Fond Prof, on s'est limité, on regardait que la charge de rupture ou la charge de fluage, et on se fixait une sécurité par rapport à ces charges-là. Là, le complément que nous apporte ASPI, c'est de dire sous la charge de service qui s'applique effectivement sur le pieu, de combien tasse le pieu, et comment évolue le frottement en profondeur, comment évolue la charge axiale ou la contrainte axiale dans le pieu en profondeur, etc. Donc, il va vous donner ces informations-là. En l'occurrence, vous allez avoir accès à la courbe de tassement en profondeur, tassement en tête, tassement en pied. Dans le cas qui est présenté, vous voyez qu'il y a très peu de différence entre tassement en tête et tassement en pied. Ça veut dire que le raccourcissement élastique du pieu dans le cas présent est faible et que l'essentiel de tassement vient de l'enfoncement dans le sol. Voilà. Et donc, en l'occurrence, ici, un pieu fluissant, regardez l'ordre de grandeur, 7 mm. P sur 100. Et puis ensuite, vous avez ici la courbe de mobilisation du frottement. Sous l'effet de ce tassement, j'ai mobilisé tel frottement par rapport à la valeur limite. Et puis en parallèle, cette mobilisation de frottement dissipe la charge que j'ai appliquée en tête, qui était 1600 kN en tête, dans le cas qui est présenté. Et en réalité, ça a été dissipé par frottement. Ce que je récupère en pointe dans le cas qui est montré, c'est que 300 kN. Donc, vous pouvez voir ici, dans le cas qui est montré, ça c'est un pieu fluissant dans un sable, globalement homogène. Comme vous pouvez le voir, là c'est le pieu travail à 1300 en frottement et 300 en pointe. Donc, il travaille principalement en frottement sous chargement ELS. Sous chargement ELS. Et puis ensuite, le rapport entre cet effort-là et la section du pieu, ça vous donne la contrainte axiale. C'est de 3 MPa en tête, 0,5 MPa en pied. Et donc, on peut aussi l'appliquer pour un micropieu. Et donc, un micropieu, là, la particularité d'un micropieu, c'est que le raccourcissement élastique est beaucoup plus important. Donc, c'est pour ça qu'on va trouver toujours des tassements qui sont plus importants que le B sur 100, parce qu'il n'y a pas que l'enfoncement du sol, dans le sol, il y a aussi le raccourcissement élastique du pieu. Donc, par exemple, là, c'est un micropieu de 150 mm, on a un tassement de 4 mm. Et donc, et là, comme vous pouvez le voir, le tassement en tête est très différent de tassement en pied, donc il y a pas mal de raccourcissement élastique, qui est intégré dans le modèle puisqu'on va caractériser le pieu avec sa rigidité axiale, etc. Et là, la particularité d'un pieu aussi, c'est que ça travaille exclusivement par frottement. Et ce frottement se mobilise, contrairement à un pieu, où le frottement se mobilise globalement de façon uniforme, parce que le raccourcissement élastique est faible. Un micropieu, le frottement se mobilise de façon très différente entre la tête et le pied. C'est-à-dire on a tendance à saturer le frottement en partie supérieure et à mobiliser peu de frottement en partie inférieure qui ne servent donc de sécurité, entre guillemets. D'accord ? Et le cas extrême, quand vous avez un micropieu qui est très très souple, dans un sol homogène, vous allez voir que finalement, c'est tout ou rien. Ça veut dire que vous saturez le frottement sur les premiers mètres et après, il n'y a quasiment plus rien.
Et donc, si vous avez une sécurité de 2 par rapport à la charge de rupture, vous allez saturer le frottement sur la moitié de la longueur. Voilà. Et puis là c'est l'effort axial. Donc, ça veut dire qu'on a appliqué ici 200 kN et ça s'est dissipé exclusivement par frottement. Et ça, c'est la contrainte axiale dans le pieu. Le rapport entre, on va dire, l'effort et la section de pieu. Par défaut, dans TASPI, dans Foxta, c'est cette loi-là qui est utilisée, la loi de Frank-Esau que j'ai évoquée tout à l'heure. Sachez qu'on peut aussi faire d'autres lois, peut-être d'autres, si besoin. Voilà. Donc, il y a des lois hyperboliques qui existent. Et puis, vous avez aussi des lois utilisateurs. Ça veut dire l'utilisateur, il peut définir sa loi personnalisée. Typiquement, quand on travaille à l'étranger, avec d'autres règlements, et pour lesquels on a besoin de définir une loi point par point, qui est différente de Frank-Esau. Et on peut aussi définir une loi qui décroît. Donc, par exemple, ça se traduit, quand vous avez du frottement ou du cisaillement dans un terrain dilatant, vous pouvez avoir ce type de comportement. Donc, des sables très, très denses. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut introduire dans Foxta si besoin. Mais bon, ça reste marginal par rapport au quotidien de géotechnicien. Et puis ensuite, vous avez comme résultat la courbe de chargement. Ça veut dire, comme font prof, vous lui demandez un calcul à 1000 kN de charge. En fait, il fera le calcul quand même jusqu'à la rupture, en parallèle. Et il vous donnera il va présenter ce qu'on appelle la courbe de chargement, qui représente la variation de la charge en fonction de l'enfoncement jusqu'à la rupture. Donc, il fera différents types de calculs. C'est juste ça, c'est pourquoi on fait ça, parce que ça peut être très utile quand vous avez un essai de chargement à la rupture disponible. C'est très utile pour comparer et pour calibrer éventuellement les paramètres d'entrée. Donc, ça, pour un pieu, pour un micro-pieu, pour un pieu, généralement, la courbe de chargement, on distingue clairement un palier qui représente, on va dire, la saturation des frottements et la mobilisation du dernier palier de la pointe. Et tandis que pour un micro-pieu, en fait, c'est le fait de sa souplesse